Mézot, que j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir ce soir, est écrivain. Il est docteur ès lettres de l'Université de Lausanne et il est sociologue de la culture avec un enseignement qu'il a également à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris dans le cadre d'un DEA. Il enseigne la littérature française à l'Université de Lausanne où il coordonne également la formation doctorale interdisciplinaire de la faculté des lettres. Je n'ai pas lu tous les ouvrages de Jérôme Mézot, qui sont nombreux et réguliers. Certains, néanmoins, je les connais. Parmi ses publications les plus récentes, en rapport direct avec le thème de la conférence de ce soir, on peut citer Le gueux philosophe, sur la figure de Jean-Jacques Rousseau, publié à Lausanne aux éditions Antipodes en 2003. Un recueil intitulé L'œil sociologue et la littérature, publié ici à Genève chez Slatkin Érudition en 2004. Un ouvrage collectif qu'il a co-dirigé avec Jean Kempfer et Sonia Floret, qui a pour titre Forme de l'engagement littéraire 15e et 21e siècle, du 15e au 21e siècle, pardon, à Lausanne aux éditions Antipodes en 2006. Et enfin, tout récemment, il y a quelques mois, quelques semaines même, l'ouvrage intitulé Posture littéraire, mise en scène moderne de l'auteur, à Genève, toujours chez Slatkin, en 2007. Jérôme et moi, nous ne nous étions jamais rencontrés physiquement, nous entretenons des contacts par mail, nous nous lisons réciproquement et j'ai lu avec beaucoup d'intérêt un certain nombre de ses textes. La semaine dernière, Nathalie Hennig proposait une approche de l'identité de l'artiste ou de l'identité de l'auteur avec 3 directions complémentaires. Elle parlait de l'identité dans la relation à soi, le connais-toi toi-même, l'identité vécue par le sujet. Elle parlait de l'identité donnée à voir à autrui dans la relation aux autres. Et enfin, elle parlait de l'identité telle que les autres la construisent pour soi. Relation à soi, relation aux autres et relation des autres à soi. Elle a beaucoup insisté dans sa conférence, surtout sur le 3e volet, la relation des autres à soi, en indiquant comment pour elle les artistes pouvaient être considérés dans nos sociétés contemporaines comme une élite en marge. Jérôme Mézot explorera plutôt, à en croire son titre, la dimension, la relation aux autres, à travers cette idée de posture littéraire. Et la semaine prochaine, Valérie Roll, qui est une jeune chercheuse qui fait sa thèse sur la question des tatoueurs et des tatoueuses en Suisse romande, sera alors carrément peut-être plus directement dans le 1er niveau. Je suis très content d'avoir une nouvelle fois ici, au département de sociologie, une conférence qui traite de la question des écrivains. Nous avions reçu en novembre 2006 Bernard Lahire pour son livre sur la condition littéraire. Ça avait déjà été une première parce que la sociologie de la littérature, c'est évidemment, là encore, une danseuse de la sociologie, elle-même étant la danseuse des banquiers, comme je vous l'ai expliqué la première fois. Donc je suis très heureux qu'il soit question à nouveau d'écriture et d'écrivain. La séance de ce soir sera modérée par Géraldine Bugnon, ici présente, qui posera les premières questions, qui animera les débats. Géraldine m'a aidé durant la suppléance de Madame Foldazy à préparer ce forum. Donc, puisque tu es là devant tout le monde, je te remercie une nouvelle fois, Géraldine, pour ce travail. Voilà, j'ai une nouvelle fois parlé trop longtemps. Jérôme, à vous la parole, en vous remerciant beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci. Merci à André Ducret et au département de sociologie pour cette invitation à participer à vos réflexions. Pardonnez-moi, j'ai une petite maladie de saison, je me mouche de temps en temps, je ne suis pas très en forme. C'était imprévu. Voilà. Alors, votre forum de recherche interroge cette année la fonction de l'artiste. Aujourd'hui, son rôle et son statut. Ma contribution abordera quelques-unes de ces dimensions par le biais d'une notion que j'espère transversale, celle de posture d'auteur, que j'ai développée dans un ouvrage qui vient de paraître, comme vous l'avez signalé. Il s'agit d'une étude, pour résumer très brièvement, d'une série d'études portant sur les modalités de la présentation de soi des écrivains du XVIIIe siècle à nos jours. Une petite précaution à prendre avant de commencer, une précaution qui n'est pas seulement oratoire, pour les sociologues que vous êtes. Je me sens sur vos terres sans papier en quelque sorte, puisque j'ai une formation littéraire d'abord, et que pour moi la sociologie a été acquise en appoint, et presque par la bande. Donc mon exposé sera
moins un propos de sociologue que celui d'un littéraire qui est stimulé par la sociologie. Je vous ai distribué un exemplier qui circule, j'espère qu'il y en a suffisamment, ou au pire vous le répartissez, qui vous permet de trouver les principales citations que je vais faire, mais que je lirai toutefois. Alors, avant de développer la notion de posture et essayer de définir cette notion et l'usage que je propose d'en faire, je me suis dit qu'il valait mieux commencer par une série d'exemples et tenter de faire le tour de la notion après seulement. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Je distinguerai tout d'abord des postures qu'on peut appeler auto-représentées, c'est-à-dire des postures qui sont le fait de l'auteur lui-même. Lorsque l'auteur assume sa présentation de soi, met en scène sa figure en tant qu'auteur, et d'un autre côté des postures hétéro-représentées, c'est-à-dire le moment où la posture est désignée ou construite par un médiateur qui n'est pas l'auteur, qui est un autre intervenant du monde artistique. Alors, pour ce qui est des postures auto-représentées, je commence par un très court exemple que je développerai tout à l'heure. Dans les années 1750, les historiens observent la formation d'un groupe de littérateurs pauvres, mercenaires de l'édition, dépendants de la protection aristocratique. Robert Darnton, l'historien, les a qualifiés de bohèmes littéraires. La première bohème, celle des années 1750. Voltaire la raillera sous le nom de la canaille des lettres. Dans ce groupe de littérateurs, Jean-Jacques Rousseau, genevois, orphelin, autodidacte, sans ressources financières, forcé de vendre ses services dans des familles aristocratiques, a partagé cette condition, il l'a partagée avec Diderot notamment, et dans ses ouvrages, il met en scène cette condition en une posture énonciative, globalement une posture de l'artisan indépendant et vertueux. Je reviendrai sur la construction de cette posture. Dans les textes autobiographiques de Rousseau, on trouve de nombreuses descriptions de cette présentation de soi. Dans les rêveries du promeneur solitaire, par exemple, ce choix réfère à la fameuse réforme vestimentaire et professionnelle que Rousseau accomplit. Je vous cite l'extrait des rêveries. Je quittais le monde et ses pompes, je renonçais à toute parure, plus d'épée, plus de montre, plus de bas blancs, de dorures, de coiffure, une perruque toute simple, un bon gros habit de drap. Je renonçais à la place que j'occupais alors, pour laquelle je n'étais nullement propre, et je me mis à copier de la musique à tant la page, occupation pour laquelle j'avais eu toujours un goût décidé. Donc ici, la réforme vestimentaire et l'option professionnelle concourent à une présentation de soi où Rousseau se met en cohérence avec la pensée politique qu'il a développée dans ses ouvrages précédents et avec le champ intellectuel de l'époque. Je vais revenir tout à l'heure plus longuement sur cette option. Je donne un deuxième exemple de la posture hétéro-représentée, cette fois. Et là, je tirerai mon exemple des propos de Jules Huret, l'auteur d'une des premières grandes enquêtes journalistiques sur les écrivains en 1891. Jules Huret décrit ainsi le poète Mallarmé qu'il est allé trouver chez lui. Je cite: « Taille moyenne, barbe grisonnante taillée en pointe, un grand nez droit, des oreilles longues et pointues de satyre. Un charme puissant se dégage de l'homme, en qui l'on devine un immarcessible orgueil, planant au-dessus de tout, un orgueil de Dieu ou d'illuminé, devant lequel il faut tout de suite intérieurement s'incliner, quand on l'a compris. » Alors, premier élément, la réflexion sur la posture s'intéresse, on l'a vu dans ces deux exemples, aux modalités d'une co-construction de la figure d'auteur par l'auteur lui-même et un certain nombre de médiateurs qui diffusent et construisent des images de cet auteur. J'observe dans cette réflexion les conduites énonciatives et institutionnelles complexes par lesquelles une voix et une figure se font reconnaître comme singulières dans un champ artistique.
Mais avant de décrire un peu plus en détail des postures d'auteurs et leur variété historique, il faut faire un bref rappel historique, trop bref malheureusement, mais je crois qu'il est nécessaire. Rappeler les conditions historiques et institutionnelles nécessaires pour que les auteurs modernes et contemporains puissent se référer à un répertoire de présentation de soi qui plonge dans le temps, dans l'histoire. Et là, je m'appuie sur quelques travaux d'historiens d'Anton, principalement Roger Chartier, et aussi Paul Bénichou, pour énumérer brièvement quelques-unes de ces conditions historiques de la présentation de soi. Alors, je reviens à la fin de l'Ancien Régime, puisque j'ai parlé tout à l'heure de Rousseau, et on peut noter avec les historiens qu'à cette période, la perception de l'écrivain accuse deux transformations notables. La première, pour la qualifier simplement, c'est la figure de l'homme de lettres comme grand homme. C'est la première transformation. Au cours du siècle, du XVIIIe siècle, les concours d'éloquence et le développement de l'éloge académique comme genre académique accordent de plus en plus d'attention à l'éloge des hommes de plume, ce qui ne se pratiquait guère auparavant. Je pense à l'éloge de Molière, de Montesquieu, de Buffon, mais de Voltaire aussi. Ces genres, le concours d'éloquence et l'éloge académique, proposent de nouvelles images du littérateur en grand homme, supplantant les politiques ou les bâtisseurs qui avaient eu la faveur de ce genre précédemment. Le littérateur devient un des modèles de l'homme illustre. Il y a toute une série d'ouvrages qui sont fondateurs du culte de l'auteur illustre en France. On peut mentionner La vie de Voltaire de Condorcet, 1783, le témoignage de Bernardin de Saint-Pierre sur Rousseau, 1779. En Angleterre, l'ouvrage de James Boswell sur la vie de Samuel Johnson, 1791, et un peu plus tard en Allemagne, Eckermann qui donne les conversations avec Goethe. Donc, première transformation, la figure de l'homme de lettres en grand homme. Deuxième transformation, pour la résumer en une phrase, c'est la demande biographique, une croissante demande biographique. Dès les années 1750, avec la constitution progressive de formes d'opinion publique comme contre-pouvoir à la monarchie, les gens de lettres accèdent à une reconnaissance élargie hors de la cour auprès d'un nouveau public bourgeois, comme l'a montré par exemple Robert Danton. Les historiens notent alors une montée de la demande biographique à l'égard des hommes de plume. Une curiosité biographique qui se traduit par une demande biographique accrue. Avant et durant la Révolution, se développe ainsi une sorte de fétichisme biographique autour d'auteurs vivants, principalement, pour prendre les plus connus, Voltaire et Rousseau. L'accent se porte alors sur la vie quotidienne de ces grands hommes, et je vous en donne un exemple assez saisissant autour de Rousseau. En 1770, Jean-Jacques Rousseau rentre à Paris après une longue période d'exil, et à son retour, il suscite une nouvelle forme de curiosité dont témoigne un article de la correspondance littéraire 1770, que je cite, assez étrange comme témoignage. Il s'est montré plusieurs fois au Café de la Régence, sur la place du Palais Royal. Sa présence y a attiré une foule prodigieuse, et la populace s'est même attroupée sur la place pour le voir passer. On demandait à la moitié de cette populace ce qu'elle faisait là. Elle répondait que c'était pour voir Jean-Jacques. On lui demandait ce que c'était que Jean-Jacques. Elle répondait qu'elle n'en savait rien, mais qu'il allait passer. Dans les Confessions, Rousseau dira lui-même plus tard se sentir comme un polichinelle qu'on exhibe dans la rue. Cette visibilité nouvelle suscite d'ailleurs une surenchère confessionnelle de la part de Rousseau, qui cherche en s'exprimant sur sa propre existence, à corriger les rumeurs
et les révélations privées qui circulent à son sujet. Le cercle vicieux de l'image confiée à autrui s'est refermé sur l'auteur. À tel point que, dès 1763, Rousseau demande par testament une autopsie de son corps pour faire, après sa mort, pour faire taire les rumeurs de petites véroles qu'on avait fait courir à son sujet. Cette sorte de striptease macabre, ultime dévoilement de l'intériorité, a pour but de contrôler jusque dans l'au-delà l'image que le public se fait de Rousseau. Après la Révolution de 1789, à partir du moment où la littérature entre dans un régime de publicité élargi, les dispositifs de présentation de l'auteur vont se mettre en place tout au long du XIXe siècle. Naissance du journalisme littéraire, apparition du genre de l'entretien avec l'auteur, de la visite à l'écrivain, apparition aussi du portrait gravé, puis de la photographie. Dès la Belle Époque, la littérature entre dans la communication de masse et l'ère des industries culturelles. L'éditeur Bernard Grasset, en France, par exemple, systématise la publicité littéraire centrée sur la personnalité de l'auteur dès 1923. Il recourt dès cette date-là à la radio et à l'écran pour servir ses campagnes de presse. Ce phénomène n'a cessé ensuite de s'amplifier jusqu'à aujourd'hui avec les nouveaux médias. Alors ce canevas historique est tracé à très gros traits évidemment, mais il pose quelques bases pour en venir à la notion de posture et aux usages que j'ai proposé d'en faire. Donc je développerai maintenant un petit peu plus l'exemple de la posture de Jean-Jacques Rousseau. J'ai parlé de la posture de l'artisan indépendant ou la posture de la pauvreté vertueuse. On va voir que c'est une série d'éléments qui sont en cohérence. Pardon. Le 18 octobre 1752, l'opéra Le Devin du village de Rousseau triomphe à la cour. Le roi convoque Rousseau en audience pour lui remettre une pension importante afin qu'il travaille à son service. Mais Rousseau ne se rend pas à cette audience, ce qui est perçu comme une grave insolence. À cette époque, on ne refuse pas de se rendre à une audience royale, ce n'est pas une invitation libre, c'est une convocation. Et il rejette la proposition de pension. Rousseau fait un autre choix. Il vient de quitter ses fonctions dans la domesticité des Franqueuil, une famille noble. Il était musicien et caissier de la famille. Et il choisit de s'établir comme copiste de musique, métier qui lui permet d'avoir une indépendance économique. Il assume d'appartenir à un rang artisanal et s'ancre ainsi dans le peuple laborieux. Le 13 février 1753, quelques mois plus tard, il écrit à Madame de Warrens, toujours à propos du succès du Devin du village: « Avec toute cette gloire, je continue à vivre de mon métier de copiste qui me rend indépendant. » Alors l'affirmation de ce métier artisanal a suscité de nombreuses réactions et a été abondamment commentée par les adversaires de Rousseau. Dans un texte tardif, les Dialogues, où Rousseau juge de Jean-Jacques, on peut lire dans le texte de Rousseau des échos de la polémique qu'a suscité ce choix professionnel. Un des personnages du dialogue, le personnage qui s'appelle le Français, qui relaye dans le livre toutes les opinions erronées sur Jean-Jacques, ce personnage du Français rappelle ses critiques à plusieurs reprises. Je cite: « Bon, copier, il en fait le semblant pour faire le pauvre, quoiqu'il soit riche, et couvrir sa rage de faire des livres et de barbouiller du papier. Mais personne ici n'en est la dupe, il faut que vous veniez de bien loin pour l'avoir été. » Un autre extrait un petit peu plus loin: « Mais un drôle comme cela, qui fait le gueux quoiqu'il soit riche, de quel droit ose-t-il rejeter les menues charités de nos messieurs ?» Un autre personnage intervient dans le dialogue, c'est le personnage dénommé Rousseau,
Et bon, c'est un ouvrage complexe puisqu'il y a un dédoublement de la figure de Rousseau. Le personnage dénommé Rousseau enquête auprès de l'autre personnage dénommé Jean-Jacques, son double, pour savoir, je cite, si celui-ci avait réellement besoin de ce métier pour vivre, ou si c'était une affectation de simplicité ou de pauvreté pour faire l'Épictète et le Diogène, comme l'assurent vos messieurs. Jean-Jacques, la figure de l'homme authentique, donc là c'est vraiment la représentation de Rousseau. Jean-Jacques se défend alors contre les messieurs qui lui reprochent, je cite, ce travail manuel qui leur paraît ignoble. Il se défend contre eux par l'expression suivante: je vends le travail de mes mains, mais les productions de mon âme ne sont point à vendre. Dans la préface à Narcisse en 1752, même argument qui apparaît, même refus des avantages d'une position élevée, je cite, s'ils s'aperçoivent jamais que j'aspire à des places d'académie, ou que j'aille faire ma cour aux femmes qui donnent le ton, ou que j'encense la sottise des grands, ou que cessant de vouloir vivre du travail de mes mains, je tienne à ignominie le métier que je me suis choisi et fasse des pas vers la fortune. L'indépendance économique que Rousseau a choisie s'avère pour lui le garant de la liberté de penser et rappelle une méfiance qui n'a jamais été démentie, une méfiance de Rousseau à l'égard du lien mécénal en général. Alors cette posture, présentée à la face des puissants, marie au moins trois éléments que je synthétiserai ainsi. Premier élément, la valorisation de l'origine obscure, doublée chez Rousseau d'une valorisation aussi de son statut d'étranger au royaume de France. Valorisation de cette origine contre toutes les hiérarchies de rang et de sang. Deuxième trait de cette posture, la fidélité affirmée à un groupe social qui n'a pas voix au chapitre. À la fin de sa vie, Rousseau déclare à Bernardin de Saint-Pierre, je cite, « Je suis fils d'un ouvrier et ouvrier moi-même, je fais ce que j'ai fait depuis l'âge de 14 ans. » Et enfin, troisième trait typique, c'est la volonté d'autonomie économique, garante de liberté intellectuelle. Alors, une telle présentation de soi va devenir, après la Révolution, du fait du statut mythique qu'acquiert Rousseau sous la Révolution française, va devenir, pendant et après la Révolution, une topique de la méritocratie républicaine. Dans l'ouvrage dont j'ai parlé tout à l'heure, j'essaie de montrer comment cette posture est reprise et retravaillée par des auteurs aussi différents que Stendhal, Jules Vallès, Charles Péguy ou Jean Guéhenno. La posture de Rousseau adopte également une forme qu'on peut qualifier de prophétique. Un exemple, le 28 novembre 1754, au moment de dédicacer son discours sur l'origine de l'inégalité au seigneur de Genève, Rousseau écrit à un pasteur genevois, le pasteur Jean Perdriau, il lui écrit ceci, pour justifier sa prise de position. Si le détachement d'un cœur qui ne tient ni à la gloire, ni à la fortune, ni même à la vie, peut le rendre digne d'annoncer la vérité, j'ose me croire appelé à cette vocation sublime. C'est pour faire aux hommes du bien selon mon pouvoir que je m'abstiens d'en recevoir d'eux et que je chéris ma pauvreté et mon indépendance. Vous retrouvez ici la même posture que j'ai décrite tout à l'heure. L'énoncé de cette lettre mérite un arrêt. L'image de soi qui est construite par l'épistolier ici articule au moins 5 traits qu'on peut dégager: détachement, dignité, audace, pauvreté et indépendance. Ils sont tous liés dans une forme d'argumentation. La modestie étrangère au milieu du pouvoir autorise ici une parole de type prophétique, je pense à la formule digne d'annoncer la vérité. Cette parole, adressée qui plus est à un pasteur, se donne explicitement en fonction du destinataire dans un langage religieux qui assimile ici Rousseau à la figure de Jésus. Je vais revenir à cette
cette identification à la figure de Jésus. À cette posture du pauvre sincère qu'arbore Rousseau, ses adversaires répondent par des contre-argumentations ou des moqueries. Voltaire, par exemple, répond en ramenant Rousseau à sa condition sociale peu légitime dans les cercles intellectuels de l'Ancien Régime. Lorsqu'il lit le discours sur l'origine de l'inégalité, 1755, Voltaire prend des notes dans la marge de son exemplaire. Cet exemplaire a été conservé, on a aujourd'hui ces notes qui sont accessibles, et au fameux passage, au début de la deuxième partie du discours, au moment où Rousseau conteste la propriété privée, donc c'est un passage très virulent de l'ouvrage, il imagine la naissance de la propriété privée et il en conteste le bien fondé. À ce passage, Voltaire note dans la marge ceci, je cite, « Voilà la philosophie d'un gueux qui voudrait que les riches fussent volés par les pauvres. » Ça a le mérite au moins d'être clair. Pour Voltaire, la condition sociale de Rousseau suffit à rendre illégitime son discours. Ce critère, le critère de l'expérience du plus grand nombre, et là je reprends une phrase de Rousseau, l'expérience du plus grand nombre, le critère de l'expérience du plus grand nombre, qui était un critère valide pour Rousseau, devient, sous la plume de Voltaire, un stigmate. Parce qu'il est un gueux, je cite Voltaire, parce qu'il est un valet suisse ou un garçon horloger, je cite toujours Voltaire, prônant l'égalité des conditions, Rousseau ne prêcherait en fait que pour sa propre paroisse. Et je cite encore un extrait d'un pamphlet de Voltaire, les lettres sur la Nouvelle Héloïse. Jean-Jacques a choisi pour son théâtre un petit pays sujet d'un canton suisse. Le principal est une espèce de valet suisse qui a un peu étudié et qui enseigne ce qu'il sait à une Julie, fille d'un baron du pays de Vaud. Milord savait bien que Jean-Jacques n'était qu'un gueux, mais qu'il lui donnait la moitié de son bien en mariage, attendu qu'une fois, en passant par Genève, il avait entendu parler de cet homme, il avait entendu parler ce grand homme sur l'égalité des conditions, et prouvé démonstrativement qu'un garçon horloger qui sait lire et écrire est parfaitement égal aux grands d'Espagne, aux maréchaux de France, aux ducs et pairs d'Angleterre, aux princes de l'Empire et aux syndics de Genève. Rousseau et ses écrits sont renvoyés par Voltaire à leurs conditions de production particulières contre toute prétention à l'universel. Apparaît ici un motif qui aura beaucoup de succès par la suite, c'est le motif du ressentiment social. Voltaire, au fond, accuse Rousseau de développer une philosophie du ressentiment social. Et toute la tradition contre-révolutionnaire, d'ailleurs, je pense à Joseph de Maistre, a continué à reprendre cette accusation contre Rousseau. Enfin, autre exemple de réaction à la posture arborée par Rousseau, c'est la réaction de Diderot, son ami, son très proche ami, qui devient ensuite son ennemi, notamment suite au refus de l'audience royale. C'est une des premières violentes disputes entre eux a lieu autour de ce refus de l'audience royale. Dans la réfutation d'Helvétius, un texte plus tardif, Diderot accuse Rousseau, je cite, d'être tombé amoureux de son masque. Littéralement, il y a une allusion ici à Narcisse. Diderot dénonce une sorte de dérive de la posture créée par Rousseau. Comme si Rousseau se mirait dans l'image de lui-même qu'il avait voulu donner aux autres. Voilà. Deuxième exemple que je vous propose, c'est un exemple plus contemporain, celui de Louis-Ferdinand Céline, le romancier, l'auteur bien connu du Voyage au bout de la nuit. Et là, je vous propose de décrire non pas une posture telle que je l'ai décrite chez Rousseau, mais plusieurs versions d'une posture quasiment identique qui se manifeste à différents moments de la trajectoire littéraire de Louis-Ferdinand Céline. Donc j'ai distingué, disons, on peut distinguer 3 versions au moins de la posture de Céline et leur modification selon le moment de la trajectoire. La première version de la posture chez Céline, c'est la plus connue, je crois, c'est au moment de la publication de Voyage au bout de la nuit, en automne 1932, Louis-Ferdinand Céline, enfin c'est son nom de plume, Louis Détouche, reçoit les journalistes au dispensaire où il travaille, à Clichy,
et il les reçoit en blouse de médecin. Dans les interviews données à la presse, ce détail apparaît constamment. C'est d'ailleurs la première chose qu'aperçoivent les journalistes qui ne connaissent pas ce nouvel auteur. Hein. Ils s'aperçoivent qu'ils ont affaire à un médecin. Dans les interviews de 1932, il parle de son métier de médecin et il impose aux journalistes une image du médecin pauvre, d'origine modeste, mais aussi médecin des pauvres, par vocation, étranger au monde des privilèges bourgeois et condamné à un travail difficile et souvent sans espoir. Je vous donne une des versions d'un entretien donné aux Annales politiques le 9 décembre 1932. Je suis né à Asnières en 1894. Mon père, d'abord professeur puis révoqué, travaillait au chemin de fer. Ma mère était couturière. À 12 ans, je suis entré dans une fabrique de rubans. Ça m'a amené jusqu'à la guerre, blessé en 1914, trépané, réformé, médaillé militaire. Pendant ma convalescence, j'ai recommencé à étudier la médecine. Je n'ai pas pu continuer, il fallait vivre. Je suis parti pour l'Afrique. On a fait de moi un docteur. Alors, si on se pose uniquement en historien, ce résumé autobiographique contient au moins 6 contre-vérités. Mais ce que je propose de faire n'est pas de travailler ici sur l'antinomie vrai-faux, même s'il faut bien sûr relever ces 6 contre-vérités. Mais je propose plutôt d'observer comment le discours sur soi ici reconfigure les données et construit une figure lisible dans l'actuel de son énonciation, le 9 décembre 1932. Ici, tous les éléments qui ont été sélectionnés par Céline sont conformes à ce qu'on pourrait appeler un script ou un scénario, un script prolétarien. Ce script prolétarien, Rousseau en a posé quelques éléments topiques, je les ai décrits tout à l'heure. Et ce script prolétarien est tout à fait en vogue en 1932, il est partagé par la majorité des acteurs du champ littéraire. En effet, dans le champ littéraire de l'entre-deux-guerres, une des grandes questions qui est discutée, notamment dans le secteur du roman, c'est la place de l'écrivain issu du peuple et des personnages populaires dans l'énonciation littéraire. La figure de l'écrivain issu du peuple acquiert une forme de reconnaissance jamais égalée et elle est sanctionnée par toute une série de prix, je pense aux prix populistes, mais aussi par des enquêtes et des prix lancés dans la presse communiste. Donner quelques exemples rapidement de ce scénario prolétarien. Jean Giono, le romancier contemporain de Céline, produit sur le même modèle en 1934 une posture tout à fait voisine, énoncée au sein d'un script du même type, qui est ici un script communiste typique. C'est la présentation, Giono se présente dans une revue qui s'intitule La littérature internationale, qui paraît à Moscou, et le texte s'intitule Un mot sur moi. Je le cite, « Mon père était un ouvrier cordonnier, c'était un homme qui ressemblait étrangement à un de ces apôtres, ouvrier ardent, illuminé et généreux que votre grand Maxime Gorky dépeint souvent dans ses romans. » Vous avez ici toute la rhétorique du réalisme socialiste qui vient d'être posée justement par Gorky la même année. « J'aurais aimé faire un métier manuel, menuisier ou maçon, mais surtout cordonnier, mais on me fit entrer dans une banque où j'étais chasseur, c'est-à-dire que je portais les lettres. Je me mariai la même année avec une jeune fille de ma classe sociale, la fille du coiffeur qui habitait en face de chez moi. Je travaillais à mes livres le soir après le travail et le matin avant le travail. » Donc, prééminence du travail, du labeur réel sur la figure de l'homme de lettres, homogénéité des classes, etc. Toute une série de thèmes qui en fait répondent aux attentes du public communiste de cette période. On a pu montrer récemment aussi que l'autobiographie du leader communiste Maurice Thorez, qui s'intitule Fils du peuple en 1937, non seulement est faite de contre-vérités, mais entièrement calquée sur le script prolétarien au prix de déformation de nombreux éléments. Alors cette posture que Céline propose, elle englobe 2 types de phénomènes. Donc, j'essaie de décrire les postures d'écrivains en prenant en compte en même temps 2 types de phénomènes. Premièrement, des phénomènes d'ordre langagier, c'est-à-dire ici chez Céline l'énonciation
romanesque qui est la sienne, dans Voyage au bout de la nuit par exemple, mais aussi l'énonciation de l'auteur face au journaliste. Alors l'énonciation romanesque chez Céline, c'est ce que tout le monde connaît, c'est principalement le style oralisé si spécial, si original, qui a frappé le public en 1932, qui consiste pour Céline à inventer, je cite, une langue anti-bourgeoise pour dire le monde du point de vue populaire. Il s'agit, je cite de nouveau, de rester sur le plan populaire, inventer une langue qui permette de rester sur le plan populaire. Il y a ici une posture d'énonciation qui se traduit dans les usages langagiers, une énonciation orale populaire qui permet à Céline de se positionner de manière singulière au cœur du débat prolétarien, qui est justement un débat qui porte sur le statut, la forme, la représentation de la parole populaire dans la littérature. Et nul doute que Voyage au bout de la nuit inaugure une formule stylistique qui est tout à fait nouvelle, originale, et qui est le produit de ce débat prolétarien, le produit original, je ne sais pas, de ce débat prolétarien. Donc ça, c'est la première face de la posture, c'est la face discursive. Et là, on peut proposer des analyses de type rhétorique ou stylistique pour comprendre la mobilisation du langage dans la posture. Et puis la deuxième face de la posture, c'est ce qui ne tient pas directement aux actes langagiers, mais aux conduites de l'auteur en public, ou les conduites en situation littéraire publique, je ne sais pas comment il faut les appeler. Le fait, par exemple, de recevoir les journalistes au dispensaire en habit de médecin, par exemple. Donc j'ai décrit la première posture, le pauvre médecin des pauvres, avec sa généalogie prolétarienne affirmée. La deuxième version de la posture, chez Céline, apparaît dans la deuxième partie de son œuvre, même si c'est un peu simple de qualifier ainsi, la période des pamphlets politiques, c'est-à-dire à partir de 1936 jusqu'à à peu près à la fin de la guerre. Céline publie toute une série, 3 à 4 pamphlets antisémites. Et dans ces pamphlets, il reconduit la première posture qu'il avait posée, à savoir celle du médecin des pauvres, mais il y ajoute des éléments supplémentaires. Le pamphlétaire, celui qui dit « je » dans les pamphlets, se présente en médecin pauvre, etc., d'origine modeste, qui vit d'un travail difficile dans une banlieue, qui essaye de soigner les classes populaires, etc. Mais il se présente aussi en même temps en écrivain du parler franc, là je cite, du parler franc. Par quoi il entend, par franc ici, étymologiquement, par quoi il entend littéralement aussi du parler authentiquement français. Pendant la guerre, pendant la période de la guerre, il y a tout un jeu à l'extrême droite sur le mot franc, franc français, être franc français. Donc, il se donne en écrivain du parler franc, persécuté par une critique qu'il dit enjuivée et par un milieu littéraire majoritairement bourgeois, juif ou communiste, qui cherche à le détruire. Alors cette présentation de soi s'articule à une définition de la littérature qui correspond à cette présentation de soi, à savoir une poétique nationaliste et ouvertement raciste. Alors, je ne peux pas développer longuement, mais en gros, il y a toute une théorie de la littérature dans les pamphlets, qui est une théorie qui consiste à dire que seuls les auteurs authentiquement français de sang peuvent écrire en français. Par exemple, il y a toute une série de formules sur Proust. Proust n'écrit pas en français, mais en franco-yiddish tarabiscoté, par exemple. Cette poétique nationaliste, qui attribue aux écrivains de sang la possibilité d'écrire en français, est hostile évidemment à toute forme de cosmopolitisme littéraire. Il y a toute une série de chapitres contre l'envahissement de l'anglais, par exemple, et également manifeste des positions hostiles à toute forme de littérature mondiale. Donc là aussi, dans les pamphlets, on a un positionnement de l'énonciateur qui est différentiel dans un champ littéraire en phase de politisation rapide où la différence gauche-droite est constamment pertinente à cette époque, la différence entre cosmopolitisme et nationalisme aussi, entre local, mondial, etc. Donc la poétique qui est présentée dans les pamphlets est
se met en cohérence avec l'énonciation qui est proposée. Troisième version de la posture, c'est celle qui apparaît après la guerre, après 1945. Bon, vous le savez, à la Libération, Céline est exilé au Danemark. Il est condamné pour fait de collaboration avec les nazis. Il est ensuite amnistié après un long séjour au Danemark. Et il reprend l'écriture dans un champ littéraire entièrement bouleversé après-guerre. En 1955, il publie un petit ouvrage qui s'intitule « Les entretiens avec le professeur Y », dans lequel apparaît ce que j'essaie de qualifier comme la troisième version de la posture de Céline. Il s'y décrit à nouveau comme un homme pauvre qui parvient à peine à vivre de son travail de médecin. Il se décrit persécuté, bouc émissaire ou, je cite, paria pourri, rejeté de tous. Et il arbore ici une posture de victime vertueuse qui était latente en quelque sorte dans les pamphlets déjà, une posture de victime vertueuse qui emprunte explicitement à la condition des écrivains exilés, là ici de Chateaubriand, à la condition des victimes de la terreur, il cite André Chénier, ou alors aux grandes figures de scientifiques injustement brimées. Et là, c'est principalement Galilée et Semmelweis, auxquels il a consacré sa thèse, qui sont mentionnés. Figure donc de la victime vertueuse, victime des pouvoirs, victime de la mécompréhension littéraire ou scientifique. À une telle posture s'articule alors une nouvelle définition de la littérature qui est cette fois-ci, qui est à nouveau adaptée au régime du disciple dans le champ littéraire de l'épuration. Le champ littéraire de l'épuration juste après-guerre a été entièrement reconfiguré, il est dominé par les résistants gaullistes et communistes, par toute une série de revues et d'institutions qui sont le produit de ces vainqueurs. Et dans ce champ littéraire de l'épuration, Céline présente une nouvelle version de sa conception de la littérature qui est épurée par rapport à la version politisée qu'il en avait donnée dans les pamphlets. Donc j'ai appelé ça simplement une poétique épurée du politique qui lui avait valu sa condamnation. Donc Céline se décrit toujours dans les entretiens comme un artisan pauvre, travailleur acharné de la langue, mais désormais on ne trouve plus dans les entretiens avec le professeur Y, on ne trouve plus trace d'assertion politique explicite comme c'était le cas dans les pamphlets. Le style oral populaire que Céline a inventé, qu'il a manifesté à tout moment de ses travaux, donc dans le roman comme dans les pamphlets, ici comme une pure forme, comme un pur exercice formel qui s'éloigne ou qui est éloigné de toute idée ou de toute idéologie. Je cite: « Je n'ai pas la prétention d'apporter un message, non, non et non, je suis un technicien, un styliste, un point c'est tout. » Donc là, il y a des dizaines de déclarations du même type. Je n'ai pas d'idée, je n'ai que du style, etc. Cette troisième version de la posture peut être perçue comme un positionnement de Céline dans ce champ littéraire entièrement reconfiguré, positionnement distinctif par rapport aux conceptions de la littérature dominante, principalement la littérature engagée, telle que Sartre l'a théorisée dès 1946, et contre les conceptions de la littérature communiste également. Donc la posture de Céline se vaut ici comme positionnement distinctif à l'égard des maîtres du champ littéraire du moment. Se définit contre la politisation de la littérature telle qu'elle était promue par les écrivains engagés ou par les écrivains communistes. J'en viens maintenant à la notion de posture, après avoir donné deux exemples différents. Je vais m'arrêter un petit peu maintenant sur cette notion de posture, pour essayer de l'expliciter un petit peu mieux. Depuis quelques années maintenant, la notion de posture a été conceptualisée, notamment dans les études littéraires. C'est Alain Viala qui l'a défini le premier, je le cite.
Il y a plusieurs façons de prendre et d'occuper une position. On peut par exemple occuper modestement une position avantageuse ou occuper à grand bruit une position modeste. On fera donc intervenir la notion de posture ou de façon d'occuper une position en mettant en relation la trajectoire d'un auteur et les diverses postures qui s'y manifestent. On dégagera la logique d'une stratégie littéraire. Alors la posture désigne ici la manière générale d'être d'un écrivain et la valeur de positionnement dans le champ littéraire. Pour définir brièvement la notion telle que je l'ai utilisée, en tout cas, à partir de la définition de Viala, je n'ai pas inventé cette notion, la posture met en scène de manière singularisante la position qu'occupe l'auteur dans le champ littéraire. Il faut donc lire la posture en relation avec la position. On entend par posture une façon de faire face ou de faire bonne ou mauvaise figure aux avantages et aux désavantages de la position occupée dans le champ. Et la posture, comme je l'ai dit, n'est signifiante qu'en relation avec la position occupée. Pour aller un petit peu plus loin dans la définition, dans cette perspective, le meilleur équivalent de la notion de posture serait la notion latine de persona, qui a donné personne en français, persona, qui désigne le masque au théâtre. Étymologiquement, persona, c'est ce à travers quoi l'on parle, en instituant tout à la fois une voix publique, en public, et son lieu social d'intelligibilité. Le comédien met un masque pour dire qu'il entre sur une nouvelle scène d'énonciation dans laquelle les conditions d'intelligibilité reposent sur des conventions nouvelles. Autrement dit, sur la scène d'énonciation de la littérature, l'auteur se présente et s'exprime muni de sa persona ou de sa posture. Il me semble qu'on peut prolonger ces remarques à partir de la réflexion sur le pseudonyme. L'image publique d'un auteur peut s'autonomiser de ses coordonnées civiles, comme en atteste la pratique du pseudonyme. Le pseudonyme si fréquent n'est pas, dans tous les arts, n'est pas seulement une précaution contre la censure ou un appel à la curiosité publique, mais le pseudonyme peut être aussi un indicateur de posture. Il appelle une nouvelle figure sur la scène d'énonciation littéraire, distincte de la figure donnée par l'état civil. Une posture est distinctive en ce qu'elle permet d'identifier un auteur dans le champ littéraire et en ce qu'elle formate ou durcit l'horizon de réception de cet auteur. Là, je cite à nouveau Alain Viala. En donnant une œuvre, l'auteur construit une image de lui-même et au fil des œuvres suivantes, cette image se confirme ou évolue. On attend de Gide qu'il fasse du Gide et qu'en même temps il soit ni tout à fait un autre, ni exactement identique au fil de ses livres. La posture, comme je l'ai dit, relève alors d'un processus interactif. Elle constitue l'image publique qui est co-construite à la fois par l'auteur et par les médiateurs qui donnent à lire cette posture au public. Les journalistes, les critiques, les biographes par exemple. Ainsi, le phénomène de la posture commence dès la publication, on peut dire. Enfin, je reviens sur la double dimension de la posture à étudier, la posture comme conduite et la posture comme discours. Il y a double dimension de la posture, comme je l'ai montré chez Céline. Simultanément, c'est une conduite et c'est un discours. Alors, d'une part, la conduite, c'est les conduites publiques d'un auteur en situation littéraire publique, comme je l'ai dit. Et là, on peut étudier ces conduites en recourant à une ethnographie de la vie littéraire, en étudiant justement les choix vestimentaires, je pense à la blouse de médecin, ou à la robe arménienne de Rousseau, en étudiant la coiffure, les gestes, le regard, les accessoires de l'écrivain, la fameuse cigarette de Sartre ou de Sandra. Pour Rousseau, l'opposition entre le marcheur et le carrosse de l'aristocrate, etc. Deuxième dimension, donc la dimension de la conduite d'abord, ensuite la dimension du discours. Alors ici, la posture comme phénomène discursif, ça correspond à ce que la rhétorique a nommé l'éthos.
qu'est-ce que c'est que l'éthos en rhétorique? C'est l'image de soi donnée dans le discours. Pour agir sur un auditoire, l'orateur ne doit pas seulement disposer d'arguments valides, maîtriser le logos, ça c'est la première chose, ni seulement produire un effet puissant sur le public, c'est le pathos, mais il lui faut encore imposer un ethos, c'est-à-dire imposer, projeter une image de soi susceptible d'inspirer la confiance. Et les orateurs travaillent en général leur ethos en fonction des situations. Donc l'éthos ici c'est la dimension discursive de la posture, et à travers des analyses d'éthos en rhétorique on peut décrire les formes rhétoriques ou stylistiques de l'énonciation telle que je l'ai montré par exemple chez Céline. Alors sur le plan méthodologique, on l'aura compris, la notion de posture propose d'articuler la rhétorique avec la sociologie, en donnant à voir ce qui se passe à la cheville ou à l'articulation entre le discours et l'action. Quelques remarques encore, je ne vais pas être trop long, j'ai encore un petit moment, j'ai encore 10 minutes peut-être. Quelques remarques encore, toujours sur cette notion. La posture s'articule en général à une esthétique littéraire, on l'a vu chez Céline, ou à une conception de l'écriture. La figure de l'orateur, sa manière de prendre la parole, les ressources rhétoriques, stylistiques qu'il mobilise, sont à penser d'un même tenant comme une façon d'imposer un ton inséparable de contenu discursif. Alors le ton, ici, qui est un phénomène d'éthos justement, le ton, par exemple le ton dénonciatoire de Céline dans les pamphlets, là il y a des travaux sur l'éthos dénonciatoire dans les pamphlets de Céline. Quand on lit ces pamphlets, le jeu énonciateur se présente comme un homme seul contre tous, dans une société en décadence, détenteur d'une parole violente mais vraie, avec un leitmotiv, je vous le dis tel quel, je vous le dis tel quel, je vous le dis tel quel. Donc il énonce tout l'indicible d'une société, tout le politiquement incorrect si vous voulez, en manifestant à chaque fois je vous le dis tel quel, garant de franchise. L'éthos de Céline, l'éthos dénonciatoire ici, constitue le masque formel qui embraye sa position énonciative et la réfère à l'ensemble du discours social de l'époque qui est mobilisé dans les pamphlets, puisqu'on sait aujourd'hui que les pamphlets antisémites de Céline sont principalement un tissu de citations et de collages reprises de formules de la presse fasciste et de tracts antisémites de l'époque. Donc c'est un collage extrêmement habile d'ailleurs de formules reprises dans le discours social du moment. Toujours à propos de posture et mémoire du champ littéraire. Une posture est une variation singulière sur une position, vous l'avez compris. Si elle se réalise à un moment précis du temps, elle ne s'en rattache pas moins à un répertoire présent dans la mémoire des pratiques littéraires ou artistiques. Les écrivains, en effet, sont socialisés, comme tous les artistes, à leurs pratiques, par référence à de grands ancêtres, auxquels ils empruntent des croyances, des motifs, des formes et des postures. La mémoire du champ littéraire propose donc une série de postures qui ont fait face à une série de crises littéraires. Alors bien sûr, il y a toute une série de postures très connues qui sont réactualisées régulièrement. La posture de l'écrivain citoyen, qui en appelle aux profanes pour légitimer sa position bien au-delà du milieu littéraire. Cette posture comprend un certain nombre de traits récurrents, de l'affaire Calas de Voltaire au J'accuse de Zola, jusqu'à Barbus, Nizan et enfin jusqu'à Sartre. De même, la posture du génie malheureux, chez les romantiques, a-t-elle des ancrages très anciens dans l'imaginaire social européen? Il y a des travaux là-dessus. La posture de la pauvreté vertueuse, de l'artisan modeste et vertueux adoptée par Jean-Jacques Rousseau, elle aussi est faite d'emprunts. Elle aura ensuite toute une série de reduplications, elle aura un immense succès mimétique chez les auteurs que j'ai cités tout à l'heure, Stendhal, Vallès, Péguy ou Giono. Cette posture de Rousseau est elle-même tissée d'emprunts à des discours sociaux antérieurs. Dans la posture de Rousseau, on peut identifier assez facilement au moins deux interdiscours
antérieurs qui sont remobilisés. Le premier, c'est le discours chrétien de la sancta paupertas, la sainte pauvreté. Discours dans lequel l'identification se fait avec la figure de Jésus, mais aussi avec parfois le discours des ordres mendiants, avec saint François d'Assise chez Rousseau. Parmi les modèles d'énonciation, chez Rousseau, Jésus occupe une belle place dans toutes les œuvres. Après sa fuite en 1762, Rousseau se juge, je cite, « défenseur de la cause de Dieu, flétri, proscrit, poursuivi d'état en état, d'asile en asile, victime des pharisiens ». L'intertexte est limpide. De même, dans les rêveries du promeneur solitaire, vous avez de nombreuses réminiscences de la passion du Christ. Et enfin, dans sa correspondance, Rousseau loue à plusieurs reprises le maintien modeste de Jésus et son habit d'artisan. Deuxième discours qui est convoqué, qui est reconfiguré par le propos de Rousseau, c'est l'ironie philosophique. L'ironie philosophique qui exalte en Socrate ou en Diogène des penseurs qui rejettent les honneurs et la fortune afin d'énoncer des vérités pénibles à entendre. Rousseau, par exemple, se décrit à plusieurs reprises en Socrate moderne. Dans le premier discours, il dit ceci, il écrit ceci, « Il en a coûté la vie à Socrate pour avoir dit précisément les mêmes choses que moi. » Retournant pour ainsi dire la posture de Rousseau, en la retournant littéralement, Voltaire va le traiter à ce moment-là, à plusieurs reprises, de singe de Socrate ou de singe de Diogène. Singe, ajoute-t-il dans une lettre, qui mord ceux qui lui donnent à manger. Apparaît ici un motif qui a l'air anecdotique, mais qui est assez profond, c'est le motif de l'imitation et du masque qu'on a vu déjà apparaître tout à l'heure. La posture étant perçue par Voltaire comme la singerie de comportements ou d'attitudes historiques prestigieux. Le rapport maintenant entre la posture et l'état du champ littéraire. Alors, la posture ne fait sens que dans un champ littéraire qu'on a pu décrire auparavant, et elle ne fait pleinement sens que dans ce champ. La posture, en somme, c'est la manière singulière dont l'habitus et les dispositions s'actualisent dans une position, dans un champ littéraire particulier. Et cette posture s'exerce en général en relation avec d'autres postures. Je prendrai un exemple très très rapide du lien entre posture et champ à travers la posture de Michel Houellebecq, l'écrivain. Alors j'ai consacré une étude à la réception de plateformes, c'est pas dans cet ouvrage, c'est dans l'ouvrage précédent, L'œil sociologue et la littérature. Il me semble que Houellebecq a fait voir un nouvel état du champ littéraire contemporain. Toute une jeune génération d'écrivains nés dans l'ère de la culture de masse, bon, je pense à Christine Angot, à Houellebecq bien sûr, à Beigbeder, à Amélie Nothomb. Toute une série de jeunes écrivains assument désormais pleinement la mise en scène publique de l'auteur à travers les fréquentes polémiques portant sur leur personne et sur leurs écrits. L'échange littéraire s'est peu à peu calqué sur les exigences de la publicité et de l'image, et ces mises en scène sont devenues partie intégrante d'une nouvelle manière d'envisager l'existence publique de la littérature. Dans l'univers du spectacle, toute référence à un quelconque fort intérieur est obsolète. C'est tout autre chose qui se joue dans une posture comme celle de Houellebecq. Selon une technique qu'il emprunte à l'art contemporain, les auteurs surjouent la médiatisation de leur personne et l'incluent à l'espace même de l'œuvre. Les écrits et la posture qui les fait connaître se donnent solidairement comme une seule performance. Donc mon interprétation, c'est que il n'y a pas que le roman Plateforme, mais que Houellebecq publie Plateforme et ensuite va le présenter à la télévision, et qu'il faut comprendre la présentation de Plateforme à la télévision comme une performance de cette œuvre même, comme faisant partie de la performance de cette œuvre. Je vais revenir rapidement sur ce débat télévisé tout de suite. Une autre petite remarque sur la
sur posture et fiction. Jusqu'à maintenant, j'ai décrit les phénomènes de posture dans des textes qui étaient autobiographiques, dans les textes où il y avait présentation de soi d'un auteur qui se décrivait lui-même. Que dire des textes de fiction? En effet, on sent bien que Julien Sorel ou Fabrice Del Dongo sont des projections dans l'univers fictionnel de quelques traits, tout à fait contradictoires d'ailleurs, de Stendhal. On sent bien que Saint-Preux incarne l'idéal humain de Rousseau. On sent bien que le neveu de Rameau arbore à la taverne toute l'insolence philosophique de Diderot. Mais dans la fiction, les médiations sont complexes et les personnages sont délégués. On ne peut pas leur attribuer sans précaution une posture qui est celle de l'auteur, puisque, en quelque sorte, l'auteur s'est diffracté dans ses personnages en usant de doubles et d'opposants. Mais on peut lire la posture, malgré tout, dans les textes de fiction. Par exemple, on peut se demander si la posture est tributaire aussi des textes de fiction. La posture de Rousseau, à mon sens, doit beaucoup à des textes de fiction, par exemple Le Devin du village, 1752, ou La Nouvelle Héloïse, 1760, qui ont été les textes de Rousseau qui ont été le plus connus dans le grand public. Le dossier de lettres de lectrices et de lecteurs adressé à Rousseau, qui est conservé à la bibliothèque de Neuchâtel, permet de voir que les lectrices, notamment, identifient explicitement Rousseau à Saint-Preux. Comme lui, c'est un homme sans fortune, sensible, errant et malheureux. De même, on peut distinguer dans Le Devin du village des personnages incarnant les valeurs professées par Rousseau. Pauvreté, simplicité, rusticité. Il y a donc un effet étrange de retour de l'œuvre sur la personne. On peut se demander en effet si le Rousseau des Confessions, de l'autobiographie tardive, ne doit pas confirmer dans le texte autobiographique la lecture biographique que certains lecteurs ont faite de ses fictions. Autrement dit, il a donné dans ses fictions une image de lui, à travers ses héros, qu'il doit ensuite reproduire ou confirmer dans le texte autobiographique. Dernière remarque sur la posture et le public. La posture fait sens par rapport à un public ou par rapport à un auditoire donné. J'ai montré par exemple que lorsque Céline donne un entretien à la presse, c'est l'écrivain qui s'exprime et non la personne. C'est la fonction et le personnage qui s'exprime et non seulement la personne civile. Là encore, on peut observer ce que j'ai appelé tout à l'heure un retour de l'œuvre sur la personne ou un effet rétroactif de la posture. En effet, la posture adoptée comme mise en scène publique de soi peut avoir un effet retour sur l'auteur en lui dictant des propos et des conduites qui avaient été générés d'abord par le choix de posture. Alors c'est un petit peu abstrait, mais je vais vous donner un exemple. C'est très lisible chez Céline ou chez Houellebecq. Ces deux auteurs, sous un pseudonyme d'ailleurs dans les deux cas, mettent en scène une posture discursive dans leur roman, un jeu de narrateur qui se présente sous une certaine figure. Cette posture discursive qui est arborée dans les romans, dans Voyage au bout de la nuit ou dans Plateforme, ils la reproduisent ensuite à titre d'acte public lorsqu'on les interpelle en tant qu'auteurs, et ils brouillent ainsi la frontière entre auteur et narrateur. Exemple très concret, lorsque le roman Plateforme est publié en 2001, Houellebecq se rend sur les plateaux de télévision et il reconduit sur le plateau de télévision les mêmes propos que son narrateur, qui porte le même prénom que lui d'ailleurs, Michel. Il reproduit les mêmes propos à la télévision, notamment des propos dénigrants à l'égard de l'islam. Le propos tenu à la télévision de l'auteur civil devient un objet de condamnation pénale, alors que celui du narrateur du roman était protégé par le pacte de fiction. Donc un procès va s'en suivre, etc., mais qui porte principalement sur le propos tenu en public et non sur le roman. Donc tout se passe comme si la posture discursive qui avait été adoptée dans le roman, et qui est première, qui précède le débat télévisé, tout se passe comme si cette posture discursive, adoptée comme un parti pris littéraire de départ, avait dicté après coup une conduite publique de Houellebecq ou de Céline. Autrement dit, l'option littéraire commande alors, en quelque sorte,
le comportement social, ce qui est assez étrange. Alors, ce phénomène d'effet rétroactif, on le retrouve lorsque Jean Starobinski dit que la vie de Jean-Jacques Rousseau a été, je cite, une fiction vécue. J'aime bien cette expression parce qu'elle dit vraiment cet effet rétroactif. Autrement dit, c'est une fiction vécue parce que Rousseau a créé un ethos énonciatif dans ses tout premiers textes publiés et qu'il a dû ensuite se conformer à cet ethos énonciatif dans ses conduites publiques et dans ses textes autobiographiques.